Bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce webinaire maîtrise orthopédique où j'ai le plaisir d'être en compagnie du professeur Moussa Amadouche et du professeur Patrice Mertel pour ce sujet sur les controverses en arthroplastie de hanche 2021. On va remercier le laboratoire XNOV qui nous soutient pour ce webinaire et on va commencer par, comme d'habitude, quelques questions pour savoir qui est ce soir avec nous. Alors, on va commencer d'abord par dans quelle région est-ce que vous vous situez? Hop. Alors, en France, en Europe francophone, en Afrique francophone, en Amérique francophone ou autre. En parallèle, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. On va essayer d'y répondre. On y répondra probablement à la fin lors d'une discussion globale sur les différents sujets, sauf s'il y a vraiment une question brûlante qu'on voit passer au cours des différentes présentations. Alors, on voit qu'on a quand même une majorité de personnes qui sont connectées, qui viennent de France, mais également d'Europe et d'Afrique francophone. Dans quel environnement travaillez-vous? Dans un environnement public universitaire, public non universitaire, privé à but non lucratif, privé ou est-ce que vous êtes un observateur, pas un chirurgien, mais vous êtes quand même intéressé par ce qui prête à controverse pour la chirurgie de la hanche? Encore deux petites secondes. Hop. Alors on voit qu'on a une répartition qui est quand même très homogène entre universitaire, public non universitaire, privé à but non lucratif, privé, et on a une dizaine d'observateurs qui ne sont pas chirurgiens, mais on voit qu'on a quand même majoritairement des chirurgiens ce soir avec nous, déjà près d'une centaine. Quel est votre niveau d'expérience? Est-ce que vous êtes en formation? Est-ce que vous êtes assistant chef de clinique? Est-ce que vous êtes installé récemment? Ou est-ce que vous avez déjà une bonne expérience avec une installation depuis déjà plus de 5 ans? Évidemment, ces questions s'adressent pour les chirurgiens, ou est-ce que vous êtes, encore une fois, simplement là pour observer? Alors, on s'attendrait, Patrice et Moussa, à avoir quand même une majorité de nos internes qui soient connectés. Oui, moi j'en ai trouvé qu'un. Je me piste toujours. Donc, il y en a, mais quand même, globalement, on a surtout une majorité de nos collègues qui sont installés depuis longtemps et qui veulent échanger sur ce sujet. Donc, c'est toujours intéressant de voir ça. Dernière question pour les chirurgiens qui sont avec nous. Quel est votre volume annuel de chirurgie prothétique? Voilà. Est-ce que vous avez une activité qui est limitée ou une activité qui est soutenue, voire extrêmement soutenue? Prothétique de hanche? Oui, prothétique de hanche, bien sûr. Allez, je laisse encore 2 petites secondes. On va publier. Et on voit que on a une répartition quand même assez homogène, des expériences avec des chirurgiens très expérimentés, avec un gros volume d'activité également, des volumes un petit peu plus limités, une activité probablement un peu plus diverse. Voilà, et ben écoutez, c'est bien, ça nous permet de savoir avec qui est-ce qu'on va passer le début de soirée. Et j'avais une dernière question. Ça, c'est la question, c'est pour introduire le premier sujet sur les voies d'abord. Quelle est la voie d'abord que vous utilisez, on va dire majoritairement, en première intention pour les prothèses de hanche? Ça me permettra d'ouvrir sur le premier sujet sur les voies d'abord. Allez, encore quelques secondes. Donc, comme quelque part, on pouvait s'y attendre un petit peu, c'est assez... les voies d'abord qui sont majoritaires sont la voie postérieure, la voie de Hardinge, et voilà, les autres voies d'abord sont représentées, chacune, sauf la voie directe supérieure, mais c'est effectivement quelque chose qui est assez anecdotique, on en parlera brièvement, et puis on voit que la voie antérieure a une place, mais qui n'est pas du tout majoritaire. Ah, c'est étonnant, même, je suis surpris. Parce qu'il y avait une poussée il y a quelques années plus importante. Ouais, mais voilà. Bon, en tout cas, c'est une petite photo de, on va dire, un instantané des gens qui sont avec nous. Voilà, on va ce soir vous parler
successivement de 3 sujets qui vont, on pense en tout cas, vous intéresser et susciter des questions. Je vais vous parler de ce qui peut être un peu prêté à controverse sur les voies d'abord de hanche. Ensuite, on aura avec le professeur Moussa Amadouche une conférence sur le polyéthylène hautement articulé et est-ce que c'est aujourd'hui le gold standard. Et ensuite, Patrice Mertel nous parlera des longueurs des tiges fémorales et laquelle choisir et pourquoi. Et ensuite, on aura une bonne demi-heure pour pouvoir discuter tous ensemble sur ces différents sujets. Alors, les voies d'abord de hanche, c'est un vaste sujet. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un débat? Vous avez vu, on est chacun, on a nos préférences et quelque part nos habitudes. Mais il faut savoir que des controverses sur les prothèses de hanche, il y en a toujours eu. Dans les années 70, déjà, il y avait des écoles qui s'opposaient entre le métal-métal, le métal sur le polyéthylène. Ensuite, dans les années 80, est-ce qu'il faut utiliser du ciment ou pas? Ensuite, la céramique dans les années 90, le polyéthylène hautement articulé, Moussa vous en parlera en détail. Ensuite, dans les années 2000, ça a été la poussée du mini-invasif. Est-ce que c'était une avancée? Et puis, par rapport aux techniques classiques. Ensuite, un renouveau d'intérêt en 2010, dans les années 2010 pour le resurfaçage. Les voies d'abord, on va regarder un peu plus en détail, l'importance de la navigation et puis plus récemment des questions sur l'intérêt potentiel de la robotique. Tout ça, c'est des questions et des sujets de discussion sur cette thématique. Alors les voies d'abord, c'est également, ça a souvent prêté à des discussions, voire des disputes. Et puis des expériences quand même diverses avec les différentes options, que ça soit des voies en passant par devant, sur le côté, en arrière. Et je vais essayer de vous montrer d'abord une petite vision des différentes options et ensuite essayer de vous donner quelques idées sur aujourd'hui ce qu'on peut en attendre et ce qui prête à discussion. La plus ancienne, en tout cas celle où il y a les données depuis avant les années 1879, les voies d'abord avec trochantérotomie. Moussa est évidemment présent ce soir et a une grande expérience de cette voie d'abord. Elle a été ensuite rendue célèbre avec John Charnley et puis il y a évidemment Gans ensuite qui l'a développée. C'est la voie royale. On voit très bien, on respecte les muscles. On passe par une voie d'abord transosseuse avec des contraintes post-opératoires par rapport évidemment à la protection de l'appui, mais d'excellents résultats à rapporter à long terme, des complications potentiellement spécifiques en lien avec la consolidation de la voie d'abord et en tout cas une utilisation très intéressante, notamment si on l'utilise pas en routine pour des cas plus compliqués et notamment les cas de reprise également. Donc on va dire la première voie décrite pour un abord extensif sur la hanche. Ensuite, la voie antérieure, Patrice en a parlé, elle a un regain d'intérêt, mais elle a été décrite il y a bien longtemps, un petit peu, vous voyez, quelques années après la voie avec trochantérotomie en 1880, et puis remise un peu également avec une abord un peu plus extensif en 1923 par Smith-Peterson. Donc une voie qui a une grande histoire également, avec des particularités. Les frères Judet, dans les années 50, avec une prothèse spécifique. Émile Le Tournel, bien sûr. Thierry Judet, marseillais, qui avait repopularisé cette voie d'abord. Et puis, elle avait quasiment disparu avant de revenir un peu à la mode. Aux États-Unis, le champion de l'inventaire, c'est Joe Mata, qui a beaucoup poussé et pour finalement aider à son développement. Actuellement, c'est près de 30% des prothèses de hanche aux États-Unis qui sont faites par voie antérieure. Et on a vu que ce soir, dans nos participants, on a 20% quand même qui utilisent également cette voie d'abord. Donc, c'est une voie qui a pris une part significative. La voie postériolatérale, décrite par Cochet à Berne et Langenbeck à Berlin, un peu également à la fin du 19e siècle. Et puis aux États-Unis, Austin Moore en 1940 avec la prothèse en vitalium qu'il avait également popularisée. C'est la plus utilisée, on l'a vu dans notre sondage. Elle est simple, elle est reproductible. Elle a l'inconvénient d'être la voie qui potentiellement présente le risque de luxation le plus important. Alors évidemment, il y a eu des évolutions mini-invasives. On n'est plus sur les voies extensives décrites initialement. On a tous évolué vers des cicatrices plus petites, des abords moins invasifs, en essayant de conserver les structures musculaires. Mais malgré tout, il y a quand même cet abord qui est
en arrière et qui potentiellement peut être sujet à une instabilité. La voie antérolatérale, Watson-Jones 1936, qui est un intermédiaire entre la voie latérale et la voie antérieure, avec également un abord et une vision sur la hanche très intéressant. La voie latérale, Ardinge, qui a développé cette voie transmusculaire pour le coup, qui est une évolution quelque part de la trochantérotomie. Elle est plus simple que la voie antérieure. Elle diminue les luxations, c'était l'intérêt. Par contre, il y a le nerf glutéal supérieur qui est à risque et ça crée des douleurs latérales. Il y a une boiterie potentielle puisque, encore une fois, il faut un temps de cicatrisation musculaire. La voie directe supérieure, finalement, vous en avez peut-être entendu parler, elle reste quand même très anecdotique. C'est un peu analogue à un moment la double voie d'abord, c'est-à-dire qu'on commence par une incision minime, on passe ensuite par un abord transcutané. Ça évite l'ouverture des pelvis trochantériens. Ça reste très confidentiel, ça ne s'est pas développé, ça n'a pas pris que ça soit en Europe ou en Amérique du Nord, malgré une grosse poussée de l'industrie assez récemment. Alors, par rapport à tous ces choix et toutes ces options, vous voyez, ça c'est l'hôpital où je travaille à Lyon, l'hôpital de la Croix-Rousse, et on a eu finalement un intérêt pour la voie antérieure il y a presque 10 ans, alors que on était plutôt des partisans et des utilisateurs exclusifs de la voie postérieure. Alors, moi, j'avais été intéressé, c'est ce que Patrice disait tout à l'heure, il y a eu un regain d'intérêt quand même à ce moment, avec des questions sur la récupération, sur le risque de luxation qui était moindre, sur la possibilité d'opérer les deux hanches en même temps, sur le côté esthétique, on en reviendra un petit peu dessus, sur l'aide pour le contrôle de la longueur par rapport à une voie d'abord en décubitus latéral, sur une possibilité de reprendre des activités sportives parce que on aurait moins d'impact sur les structures musculaires. Tout ça est à mettre en balance avec une courbe d'apprentissage qui est très importante et notamment pour ce qui est de l'exposition fémorale. On reviendra dessus un petit peu après. Alors, la récupération, ça c'est très polémique. Il y a des publications qui vont dans un sens, dans l'autre par rapport à la chirurgie par voie d'abord postérieure. Il faut savoir que cette récupération potentiellement améliorée, elle vient surtout des progrès des techniques qui vont autour des techniques de récupération rapide, donc l'amélioration de l'anesthésie. Moi, ce qui m'a plu, c'est qu'on peut le faire sur une table standard et donc avoir une installation assez facile. Ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Évidemment, ça va avec toutes ces techniques d'infiltration. Ça a probablement plus d'importance sur la récupération améliorée aujourd'hui que la voie d'abord elle-même. L'évolution des protocoles de contrôle des pertes sanguines également, qui nous ont aidés à nous passer maintenant de redons, je pense, quasiment tous systématiquement. Alors après, évidemment, on peut montrer des vidéos comme ça où un patient qui a été opéré 3-4 heures avant et puis qui marche. Quand même, ils ont un petit peu d'appréhension. On voit que ils sont capables de déambuler sans canne, mais je pourrais vous montrer probablement la même vidéo avec une voie d'abord habituelle postérieure avec les protocoles de récupération rapide actuels. Donc, je ne crois pas que la voie d'abord soit l'élément déterminant. Le risque de luxation, alors là, c'est vrai que par rapport à une voie postérieure, en tout cas, on a un contrôle de stabilité qui paraît intéressant. Vous voyez, on le teste sur table assez systématiquement et on n'a quand même pas beaucoup de problèmes d'instabilité avec cette voie d'abord, même si c'est pas quand même 100%. Néanmoins, on leur interdit moins de faire ce type de mouvement un peu extrême et on n'a pas beaucoup d'inquiétude en post-opératoire. Ça, c'est potentiellement intéressant. Le fait de pouvoir opérer les deux jambes en même temps, la voie d'abord antérieure sur le dos permet de le faire plus facilement que si on a une installation en décubitus latéral qui nécessite une double installation. C'est quelque chose qui présente, je pense, un point positif pour la voie antérieure. Le côté esthétique, ça c'est une question qui revient souvent parce que la cicatrice, elle est sur le devant et on va dire qu'elle se voit davantage. Et il y a eu pour ça une évolution vers ce qu'on appelle les cicatrices bikini. Alors la cicatrice bikini, de la même façon que les bikinis, elle a évolué. Et quand on voit ce que c'était un bikini dans les années 1910 et ce que c'est aujourd'hui, on voit que les patients n'ont pas les mêmes attentes ou les mêmes espérances par rapport à leur cicatrice. Alors quand on fait des petites voies postérieures, ça reste quand même assez discret puisque les patients ne le voient pas, c'est en arrière, mais ça peut parfois creuser un peu comme ça, et même si c'est petit, les patientes, en tout cas, s'en plaignent quand même de temps en temps. La voie antérieure en elle-même, elle n'est pas esthétique. Hein, elle est devant, on la voit très bien, elle est dans une zone qui est difficile à cacher.
elle est dans une zone également qui peut s'élargir un peu. Donc c'est pas un avantage, on va dire, de la voie antérieure. Par contre, l'évolution bikini avec une incision qui est différente, là, ça a, je pense, un intérêt, surtout que ça complique pas du tout la vie. C'est le même voie d'abord que la voie antérieure classique, mais avec, si la vidéo veut partir, avec simplement une direction qui se fait dans l'axe du pli. Le point de départ, il est entre le grand trochanter et l'épine iliaque antéro-supérieur, et au lieu de suivre le tenseur du fascia latin, il suit le pli inguinal et va se situer du coup dans une zone finalement qui va être beaucoup plus discrète, comme je vais vous montrer juste après, et avec, vous voyez malgré tout, une capacité de mettre en place une prothèse et d'avoir une très bonne vision sur l'articulation de la hanche. Alors voilà par exemple un exemple de cicatrice. On voit qu'on peut mettre en place une prothèse avec une cicatrice qui va rester très proximale, très discrète. Vous voyez ici 4 patientes opérées d'une prothèse de hanche, difficile de savoir où, et quand on voit finalement leur cicatrice qui est bien là, mais qui est complètement cachée par le maillot. C'est une évolution qui est très appréciée quand même des patientes féminines dynamiques, mais vous voyez également chez les patientes âgées, c'est presque encore mieux puisqu'elles ont des cicatrices avec des cicatrices qui disparaissent, avec un collagène qui évidemment a une facilité de cicatrisation, et ça permet également d'avoir des cicatrices esthétiquement favorable. Après le contrôle de la longueur, c'est cette table de traction qui, moi, me gênait avec l'avant antérieur, parce que je me disais comment je vais pouvoir contrôler ma longueur. Alors, évidemment, il y a des artifices. Vous voyez ici, avec on peut mesurer la coupe, on peut utiliser des petits repères, mais franchement, c'est pas très pratique quand même. On peut évidemment faire un amplificateur de brillance, mais être obligé d'utiliser l'amplificateur de brillance systématiquement quand on fait une prothèse de hanche, je trouve que c'est irradiant, 2, c'est quand même limitant. Et certes, en début d'expérience, c'est intéressant, mais au bout d'un moment, on peut pas passer toute sa carrière à faire un coup d'ampli à chaque fois qu'on fait une prothèse de hanche. Ça me paraît déraisonnable. Alors évidemment, il y a d'autres options, il y a la navigation, la robotique. Tout ça est possible évidemment avec les voies d'abord antérieures. Ça vous donne des informations supplémentaires, mais j'allais dire, c'est un autre débat. Alors comment on contrôle la longueur? Ben en fait, c'est assez simple avec une technique sans table de traction. Une fois qu'on a mis la prothèse en place, on vérifie comme on le fait en consultation. Ça, c'est très souvent sujet à débat et on dit oui, mais on n'est pas très précis. On est quand même aussi précis que quand on évalue le patient sur le dos, et ça évite quand même, dans mon expérience en tout cas, les erreurs significatives, et ça, pour moi, c'est un côté très rassurant quand on fait une prothèse de hanche. J'ai quand même peu de chances de me tromper beaucoup sur la restitution de la longueur. Après le retour au sport, ça c'était un petit questionnaire qu'on avait fait à nos patients opérés d'une prothèse totale de hanche juste avant le Covid. Et vous voyez que finalement, quand les sports pratiqués sont des sports quand même assez tranquilles en majorité, natation, marche en montagne, vélo. Il y en a quand même près de 20% qui courent, près de 20% qui skient. Bon, j'habite pas très loin des Alpes, donc c'est une population qui est évidemment assez intéressée par le ski. Il y en a quand même 10% qui jouent au tennis. Bon, quand on les voit jouer au tennis, souvent c'est quand même assez calme, mais néanmoins ils peuvent reprendre leur activité. On avait fait une étude sur comparant les voies d'abord bilatérales en un temps par rapport aux études unilatérales. Le retour au sport était à un temps identique. On avait près de 90% des patients qui étaient revenus au sport à 4 mois. Donc, c'est quand même assez rapide. Et les raisons pour pas reprendre leurs activités, ceux qui n'avaient pas repris du tout d'activité sportive, c'est parce qu'ils n'étaient pas motivés. C'était pas à cause d'une raison médicale vraie, c'était simplement par une perte de l'envie d'aller faire du sport. C'est intéressant. Alors que ceux qui avaient mal ou qui étaient raides ou qui avaient peur d'user leur prothèse, ils avaient gardé une activité sportive, mais ils avaient diminué l'intensité, ou alors ils étaient passés à d'autres sports moins impactants pour la hanche. Mais finalement, ceux qui font pas de sport du tout, c'est simplement, dans d'autres études en tout cas, qui n'avaient pas envie. Et le facteur principal, évidemment, c'est la motivation finalement. Si on prend le sujet dans l'autre sens. Vous voyez ici, c'est un patient que j'avais opéré de ses 2 hanches, d'une prothèse totale de hanche, patient qui est assez jeune, a une 60aine d'années, sportif. Et donc, vous voyez, après les opérations, on les met dans des protocoles RAC, on les fait marcher rapidement. Et les consignes, c'est pas de reprise du sport, évidemment, avant un certain temps. Et souvent, ils aiment bien nous envoyer des photos. Vous voyez, c'est le même patient 3 mois après qui fait du ski. C'est pas moi qui lui ai dit de faire du ski, je lui ai dit plutôt de pas le faire, mais il est très motivé et donc il l'a fait. Donc la motivation, c'est le facteur principal, bien plus que la voie d'abord. Alors, vous voyez, ça a l'air simple, mais c'est comme tout le reste, finalement, c'est pas simple. C'est pas si simple que ça.
Et il y a des inconvénients. Et quand on passe à une voie d'abord antérieure, il faut savoir qu'il y a des risques qui sont quand même assez significatifs. Risque de fracture ou de fragilisation du grand trochanter. Le nerf fémoral cutané latéral, il est quand même endommagé dans un certain nombre de cas, en cas de voie d'abord antérieure. La voie d'abord bikini le met encore plus à risque. Ça, il faut le savoir, il faut prévenir les patients. Et c'est un élément qui est important. La courbe d'apprentissage, elle est vraiment significative. On avait fait plusieurs travaux de thèse dans le service dessus. Et on avait identifié un cut-off à 70. C'est énorme quand même. Hein. Avant d'être à l'aise avec une voie d'abord comme celle-là, 70, il faut, si vous l'avez pas appris pendant votre formation, est-ce qu'il faut s'aventurer? Ça peut, à mon avis, poser à question. Alors, on s'était lancé effectivement dans une étude de changement de pratique, passer de l'avant postérieur à l'avant antérieur. Et par exemple, il y a un certain nombre de paramètres, on se retrouve avec des tiges plus en varus. Ça, c'est si on change pas d'instrumentation, si on reste avec la même chose qu'en voie postérieure, on va pas mettre les tiges exactement comme on veut. Parce que l'abord, il est quand même assez limité. On a des difficultés quand même à imaginer exactement dans quel axe est le fémur. Et puis, voilà ce qui peut arriver, hein, des complications plus ou moins graves si on n'a pas le matériel adapté. Alors, c'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'instrumentations spécifiques. Donc, chaque voie d'abord doit avoir une instrumentation qui lui est dédiée. Il ne faut pas utiliser une instrumentation qui va être identique pour chaque voie d'abord. Ça, sinon, on peut s'exposer à un certain nombre de problèmes. Je vais vous montrer ici. Vous utilisez une tige droite par voie d'abord antérieure, vous utilisez un ancillaire de voie d'abord postérieure comme ici. Vous allez appuyer sur vos écarteurs. Vous risquez un conflit soit avec les écarteurs et un risque de fracture du trochanter, soit de partir en varus et un crack au niveau du calcaire. C'est les deux exemples que je vous ai montrés juste avant. Donc, il faut une instrumentation qui soit adaptée. Alors ici, un exemple où on utilise une instrumentation adaptée avec le même type de tige. Vous allez voir que ça permet de se mettre dans l'axe du fémur assez facilement sans avoir à forcer sur les écarteurs. C'est le même patient, la même installation, la même tige, mais simplement avec un instrument adapté. Ça, c'est pour illustrer le fait que pour une prothèse, pour une voie d'abord donnée, il faut un instrument, une instrumentation dédiée. C'est un élément qui est fondamental pour chaque voie d'abord, quelle qu'elle soit, hein, c'est l'exemple de l'avant antérieure, mais c'est la même chose en voie d'abord postérieure, ou quelle que soit la voie d'abord. Et ici, eh bien, je vous montre que l'autre option, c'est de passer à des tiges raccourcies. Alors, c'est toujours gênant de changer d'implant parce qu'on change de voie d'abord, mais c'est quelque chose qu'on a constaté également, un regain d'intérêt pour les tiges courtes, parce que, vous voyez, c'est beaucoup plus facile à mettre en place quand vous êtes sur une voie d'abord qui donne une visibilité et un accès réduit. Et c'est quelque chose qu'on constate, je crois, beaucoup. Et ça explique peut-être le regain d'intérêt pour le tige raccourci. On en parlera avec Patrice tout à l'heure. Après, il y a tout un tas d'études comparatives qui vont dans un sens ou dans l'autre. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a des études qui ont été faites sur des études de registre. Elle allait sur le registre australien. Elle montrait qu'il y avait davantage de complications avec les voies d'abord antérieures. Celle-ci, c'est une méta-analyse sur le taux d'infection périopératoire, moins d'infection sur les voies d'abord antérieures ici. Il y a probablement un nombre de facteurs confondants et bien importants qui rendent tout ça, à mon avis, très discutable. Vous avez ici une méta-analyse qui compare toutes les différentes voies d'abord, qui était, on va dire, qui mettait en avant les intérêts potentiels de la voie d'abord antérieure. Encore une fois, c'est une méta-analyse. Et ici, l'inverse. Ça, c'est Rob Nellison, qui est qui va être le futur représentant pour l'effort pour tout ce qui est registre et qui est quelqu'un qui a beaucoup analysé les pratiques en Hollande. Et une des conclusions sur cette étude de quand même 160 000 prothèses, eh bien, c'est que quand on change de voie d'abord, eh ben, peut-être qu'on va diminuer le taux de luxation, probablement parce qu'on passe vers une voie d'abord antérieure, mais par contre, on augmente le taux de complications et de révision en pratique, en particulier pour la voie d'abord antérieure, avec notamment les complications fémorales. Donc, soyez très vigilants si vous vous lancez là-dedans. Et ça, ce sera mon mot de conclusion. L'innovation, c'est surtout dans la sélection des patients. Ça veut dire de bien savoir préparer et sélectionner son patient et d'utiliser la voie d'abord adaptée. Et typiquement, le type d'erreur qu'on peut faire en début d'expérience, c'est se lancer dans nos patients âgés avec des innovations, notamment sur des voies d'abord, et on va se retrouver avec des complications. Patients à ostéoporose sévère, patients obèses, anatomie particulière, chirurgie de reprise. Faites la voie d'abord que vous maîtrisez le mieux. Ne vous lancez pas dans des voies d'abord expérimentales ou que vous maîtrisez moins. En conclusion, spécificité de chaque voie d'abord, place grandissante de la voie d'abord antérieure. Aujourd'hui,
on en discutera. Pas de bénéfice clairement établi néanmoins. J'ai essayé de vous montrer un petit peu les croyances et puis ce qui est factuel. Et vous avez vu qu'il y a encore, je pense, beaucoup de choses à discuter, même s'il y a un intérêt et un regain d'intérêt potentiel, une learning curve. Sélectionnez les patients et surtout faites la voie d'abord que vous maîtrisez et que vous avez appris pendant votre cursus. Je vous remercie pour votre attention. Donc ça, c'était une overview un petit peu sur, on peut dire, une partie des controverses actuelles sur les voies d'abord. Et je vais laisser la parole maintenant à Moussa. On fera les questions à la fin. Et Moussa va nous parler d'un sujet qui, évidemment, dont il est l'expert probablement numéro 1, c'est sur le polyéthylène hautement réticulé. Moussa, c'est à toi. Merci à tous, merci de l'invitation et merci également à la société X9 d'avoir organisé ce séminaire. Donc la question à laquelle je vais tenter de répondre est: est-ce que le polyéthylène hautement réticulé est le nouveau gold standard? Donc, jusqu'aux années 2000, l'essentiel du polyéthylène qu'on utilisait était un polyéthylène traité par irradiation avec des doses relativement faibles, entre 2 et 4 mégarades. Et cette irradiation, que ce soit d'ailleurs avec des rayons gamma ou avec une radiation ionisante, provoque la cassure des chaînes. Et une fois que ces chaînes macromoléculaires sont cassées, elles ont 3 possibilités: se recombiner, c'est-à-dire revenir à l'état initial, produire des radicaux libres ou se combiner entre elles pour donner cette fameuse réticulation. Le pire des phénomènes étant la persistance de radicaux libres qui vont aboutir à l'oxydation du matériau qui, au final, par une succession de paramètres délétères, vont arriver à l'augmentation de l'usure du matériau. Et quand on regarde les données de la littérature un peu ancienne, je dis un peu ancienne parce qu'on ne voit plus trop ce genre de phénomène, c'est que cette limitation à long terme d'un couple de frottement utilisant du polyéthylène étant l'usure de celui-ci liée à l'oxydation. À partir de là, donc à partir des années 2000, un certain nombre de polyéthylènes, je vais insister au début là pour vous détailler les différentes modalités de fabrication. Et au final, on va voir qu'en tout cas pour ceux de première génération, les résultats semblent à peu près équivalents. Donc, à partir du matériau brut, on lui fait subir une séance d'irradiation qui, par définition, est supérieure à 5 mégarades. Il peut s'agir aussi d'un bombardement par des électrons, mais le principe est le même. Cette étape d'irradiation par définition, produit des radicaux libres et il va falloir les stabiliser. Première possibilité, c'est de les stabiliser par un simple recuit du matériau ou par une refonte du matériau. On verra que ça a des conséquences différentes. Et enfin, la stérilisation finale par gaz plasma ou ETO. Et donc, on arrive avec ces matériaux-là qui, maintenant, commencent à avoir du recul. De façon très rapide, je disais que ça avait des avantages et des inconvénients. Pour diminuer l'usure du matériau, il faut augmenter la dose d'irradiation, sachant qu'au-delà de 10-12 mégarades, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Et par ailleurs, en termes de réduction d'usure et de résistance à l'oxydation, l'idéal est de refondre le matériau. En revanche, ces traitements ont des conséquences mécaniques délétères, notamment pour préserver les propriétés mécaniques, il ne faut pas trop augmenter la dose d'irradiation. Et pareil, pour préserver les propriétés mécaniques, un recuit est préférable à une refonte du matériau. Alors, il y a un certain nombre de méthodes qui sont surtout intéressantes dans des études à court terme, puisque à long terme, on va le voir dans quelques diapositives, on va avoir des données sur l'ostéolyse et la survie, mais au moins au départ, ce qui est intéressant, c'est des données à court terme avec des méthodes, sachant que l'usure du matériau à partir ou après la première année, est extrêmement corrélée à ce qu'on va retrouver à long terme. Donc, ces méthodes, notamment la méthode liée à une méthode informatique développée par le docteur Martel,
a une précision et une reproductibilité très, très intéressantes. Et on arrive à déterminer comme ça un vecteur usure, sa direction, sa longueur. Et le diamètre de la tête étant connu, on peut extrapoler l'usure volumétrique. L'autre méthode qui est encore plus précise pour mesurer l'usure, comme vous le savez, la radiostéréométrie, avec des contraintes qui sont liées à la mise en place de billes en tantale, à la fois dans l'os et dans l'implant. La précision est probablement, en ce qui concerne cette méthode de mesure, le gold standard. En revanche, la reproductibilité est plus variée. Qu'en est-il des résultats in vivo de ces matériaux? Et on va commencer d'abord par les résultats à moyen terme, et je vais les séparer en fonction des types de matériaux. Donc là, vous avez un matériau qui est très irradié, 10 mégarad, avec une refonte post-irradiation, et à moyen terme, entre 5 et 7 ans, on est à des taux d'usure qui sont extrêmement faibles, 0,05, 0,005, 0,03. On est vraiment à des taux d'usure qui sont, taux de pénétration et taux d'usure qui sont extrêmement limités. Autre famille de matériaux, un peu moins irradiés, mais qui restent hautement réticulés, avec là aussi une refonte post-irradiation, des résultats préliminaires qui étaient jusqu'à 6 ans, et on arrive aussi à 0,03 mm par an. Je vous rappelle que le chiffre qui est absolument à connaître, c'est 0,1 mm par an, qui est le taux d'usure à partir duquel on commence à observer de l'ostéolyse périprothétique, avec les conséquences notamment de risque de réintervention. Et dernière grande famille de ces polyéthylènes hautement réticulés dits de première génération, toujours à moyen terme, très irradiés à 10 mégas, mais avec une refonte post-irradiation. On est plutôt à 0,03, 0,05, enfin, de toute façon, largement significativement inférieur au risque d'ostéolyse. Et on a évidemment dépassé la deuxième décennie d'utilisation. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe à plus long terme, et notamment s'il y a des avantages en termes de taux de reprise et de survie des implants. Donc là, il s'agit d'une étude qui était prospective, randomisée, du polyéthylène standard versus un hautement réticulé, qui était à 5 mégas avec une refonte post-irradiation. Un âge moyen relativement jeune de 62 ans, tout est relatif. Un suivi moyen de 14 ans, et vous avez là une usure à 0,03 versus proche de 0,2 pour le polyéthylène conventionnel qui avait été comparé. Ce qui est très intéressant, c'est regarder le nombre de reprises et le taux de reprise. Des reprises liées à usure ostéolyse dans le groupe hautement réticulé à 14 ans, 0 versus 12, qui sont des chiffres que l'on connaît pour du polyéthylène conventionnel. Et en termes de taux d'ostéolyse, indépendamment de la taille, des ostéolyses qui étaient observées dans 9% des cas dans le hautement réticulé versus 46% dans le conventionnel, qui sont des chiffres que l'on connaît. Et bien sûr, tous ces résultats étaient très largement hautement significatifs. Autre type, alors il y a d'autres études, mais j'ai fait un choix subjectif, j'ai pris celles qui me paraissaient les plus intéressantes, en dehors des deux que nous avons réalisées nous-mêmes, que je vais vous montrer également. Autre type de données qui est très intéressant, c'est les données à partir des registres, notamment ce qui est très puissant, c'est le registre australien, qui a été étudié entre 1999 et 2016, avec 41 000 implants utilisant un polyéthylène conventionnel, versus proche de 200 000 utilisant un hautement réticulé. Diapositive qui est intéressante parce que vous voyez la quantité d'utilisation du non hautement réticulé, qui était à proche de 100% au début des années 2000 et qui est proche de 0% à partir du milieu des années 2000, à partir de 2010. Et en revanche, le hautement réticulé qui devient l'implant très largement dominant et quasiment plus de polyéthylène conventionnel utilisé, en tout cas en Australie. Risque relatif, on est dans le taux de reprise, risque relatif de reprise, vous voyez, les courbes commencent à s'écarter entre en bleu
les hautement réticulés et envers les non hautement réticulés, les conventionnels. Et on arrive à 16 ans avec un risque relatif de reprise qui est de 3, donc 3 fois plus de risque de réintervention, de reprise, notamment pour usure, on va le voir dans cette diapositive, dans les groupes non hautement réticulés. Et vous voyez sur cette courbe les causes de reprise, polyéthylène non hautement réticulé, décèlement et usure ostéolyse qu'on voit apparaître ici, alors que dans le groupe hautement réticulé, il n'y a pas de reprise quasiment due à usure ostéolyse, donc des résultats qui sont concordants et surtout qui, avec des reculs qui deviennent plus importants, commencent à avoir des conséquences en termes de survie des implants. Autre groupe très intéressant, dit patients jeunes, actifs et à risque d'usure ostéolyse, ce sont les patients de moins de 50 ans. Parmi les études qui ont déjà été publiées, les autres sont concordantes avec celle-ci. Là, il s'agit d'une série rétrospective de 309 prothèses avec un âge moyen de 42 ans et un suivi moyen de 16 ans. Et on arrive là à la survie, 93% dans le groupe hautement réticulé versus 85%. L'usure qui a été mesurée là, on est à des délais beaucoup plus importants, à des reculs plus importants. On n'a pas besoin d'être absolument précis, mais en tout cas, elle était avec des méthodes classiques non détectables sur le hautement réticulé versus proche de 0,2 dans le conventionnel. Et par ailleurs, 6 reprises pour usure dans le usure ostéolyse dans le groupe conventionnel versus aucune dans le groupe hautement réticulé. Qu'en est-il de l'ostéolyse qui a été étudiée de façon très précise dans 2 études, notamment celle-ci de Clos ici, qui était un survie minimum de 5 ans, 50 patients dans le groupe conventionnel, avec des patients là encore qui étaient jeunes, 43 ans en moyenne, et un suivi de pas loin de 10 ans dans le groupe conventionnel. Et dans le groupe hautement réticulé, 48 patients, là aussi jeunes, et un recul un peu inférieur. L'usure a été évaluée selon la technique de Martel et l'ostéolyse de façon très précise avec un scanner, mais en faisant bien attention avec une définition stricte à ne pas confondre des géodes préopératoires avec ce qui serait une ostéolyse. Dans le groupe conventionnel, 24% d'ostéolyse avec un volume moyen de 5 cm3 versus 2% dans le groupe hautement réticulé et avec un volume de 1,5 cm3. Et ces résultats étaient hautement corrélés avec l'usure du polyéthylène, comme on peut s'y attendre. À plus long terme, puisque là, on est dans une autre étude qui nous vient du Japon, qui a 16 ans de recul, un scanner 3D avec une reconstruction 3D pour évaluer l'ostéolyse périprothétique, eh bien, aucun cas d'ostéolyse dans cette série. Et l'intérêt d'avoir des définitions strictes, c'est ne pas confondre cette géode préopératoire avec ce qu'on pourrait prendre pour une ostéolyse post-opératoire. Nous avons quant à nous réalisé 2 études évaluant le polyéthylène hautement réticulé. Celle-ci donc concernait 50 cupules cimentées, c'est du full PE cimenté, plusieurs opérateurs, une seule technique. Le seul paramètre qui différait était la cupule, un polyéthylène conventionnel mais déjà un peu amélioré puisqu'il avait un recuit post-irradiation qui restait à 3 mégarades et un hautement réticulé, très irradié et avec une refonte post-irradiation. Pas de différence significative. Là, un recul moyen qui était de 8 ans dans cette série, avec une usure évaluée selon la technique de Martel. Donc, le recul moyen était de 8 ans dans le groupe conventionnel versus 9 ans dans le groupe hautement réticulé. Et vous avez là des courbes qui sont très significatives et qui représentent exactement ce à quoi on peut s'attendre. Là, on a une courbe un peu en dents de scie dans le groupe hautement réticulé, c'est la pénétration totale. Et on est dans le cadre de l'erreur de mesure. En revanche, dans le groupe conventionnel, on a une courbe à peu près linéaire, proche de 1 mm par an, c'est-à-dire un taux d'usure à 0,1 ou 0,13 dans le groupe conventionnel versus proche de 0 dans le groupe hautement réticulé et bien sûr des résultats très significatifs.
On a fait, nous aussi, également une autre étude qui s'intéressait au type de polyéthylène, mais également aux matériaux de la tête fémorale. Et donc là, il s'agissait de 50 têtes en métal versus 50 têtes en oxyde de zirconium, qu'on appelle aussi oxynium, toujours la même technique. En revanche, là, en plus d'avoir une randomisation sur la tête fémorale, nous avions introduit deux types de polyéthylène, un conventionnel non irradié et sans cross-linking du tout, et les 50 patients suivants avaient eu un polyéthylène hautement réticulé. Je passe sur les détails et notamment le fait que les deux séries étaient absolument comparables. La pénétration, alors là, on est dans une étude à 10 ans minimum de recul. Donc, dans le groupe conventionnel, on avait 17 hanches avec une tête en oxyde de zirconium et 19 avec une tête en métal, donc 36 hanches avec un recul médian de 12 ans. Et dans le groupe hautement réticulé, 40 hanches, 19 oxynium, 21 métal, avec un recul médian, là également, de 13 ans. Dans le groupe conventionnel, indépendamment du matériau de la tête fémorale, nous avions une pénétration qui était de l'ordre de 0,2 mm par an. En revanche, dans le groupe hautement réticulé, là encore, sans différence significative, indépendamment du matériau de la tête fémorale, la pénétration était à 0,03 mm par an. Et quand on compare évidemment en poulant le matériau de la tête fémorale, conventionnel, on est à 0,2 mm par an, hautement réticulé, 0,03. Et là, de façon intéressante, nous avions des conséquences en termes de reprise pour usure-ostéolyse, 0, c'est-à-dire 100% de survie en cas d'utilisation d'un PE hautement réticulé, et des résultats beaucoup moins favorables, de l'ordre de 80% avec un polyéthylène conventionnel. Alors, ce matériau n'est pas non plus magique, il a évidemment ses limites, notamment des risques de fracture avec des épaisseurs inférieures à 4 mm. Ça, c'est surtout vrai pour le polyéthylène refondu avec des implantations non optimales. Un autre exemple similaire, 3 mm d'épaisseur, c'est sûrement des épaisseurs trop faibles, surtout si l'implantation n'est pas parfaite. Et en ce qui concerne les polyéthylènes recuits, nous observons de façon assez régulière ce qui était prévisible, puisque les radicaux libres ne disparaissent pas totalement, un risque d'oxydation du matériau, sans pour autant, en tout cas jusqu'à des reculs allant jusqu'au-delà de 10 ans, sans conséquences cliniques néfastes. Et puis, depuis quelques années, 6-7 ans environ, on a souhaité développer des polyéthylènes hautement réticulés, dits de seconde génération. La raison de ça, c'est qu'en fait, on a réussi à observer, même sur des polyéthylènes hautement réticulés refondus, donc théoriquement sans possibilité d'oxydation, des risques d'oxydation et qui sont vrais, quel que soit le type de traitement thermique et la quantité d'irradiation qui est appliquée au matériau. Alors, ce phénomène a été attribué à l'absorption de lipides par le matériau, associé à des contraintes cycliques en charge. En revanche, il n'y a pas à ce jour de données significatives, notables, mettant en évidence des conséquences néfastes en termes de survie des implants. Et donc, théoriquement, cette amélioration si elle est nécessaire, de ces polyéthylènes hautement réticulés de première génération, ce serait un hautement réticulé donc, qui garde évidemment sa résistance à l'usure, sans altération de ses propriétés mécaniques et capable de résister à l'oxydation. Plusieurs voies de recherche ont été explorées. Les deux plus importantes sont l'ajout d'antioxydants aux matériaux, le plus fréquemment utilisé est la vitamine E, on va y revenir, ou un recuit, une irradiation recuit séquentielle
qui est également proposé de façon à préserver les propriétés mécaniques et réduire les risques d'oxydation. Alors, la vitamine E peut être ajoutée au polyéthylène de deux façons, soit avant l'irradiation dans la poudre. Donc, l'intérêt, c'est qu'il y a une diffusion homogène du matériau et de la vitamine E. En revanche, ça implique souvent d'augmenter les doses d'irradiation pour avoir une réticulation suffisante, ou ça, une seule société le propose, et l'irradiation, l'ajout de vitamine E après irradiation par un procédé de diffusion, et ce sont les deux possibilités qui existent. Sur le marché, donc la majorité sont des poudres mélangées, enfin pas l'essentiel, sont des poudres mélangées. Les résultats qui sont disponibles dans la littérature vont maintenant jusqu'à 6 ans. Je ne vais pas la montrer ce soir, mais nous avons également une étude prospective randomisée qui est à 6 ans de recul et qui ne montre pas d'ostéolyse, pas d'usure avec ces polyéthylènes stabilisés à la vitamine. Dernière controverse qui est intéressante, c'est l'utilisation de ces hautement réticulés dans la double mobilité. La double mobilité a deux inconvénients, ce sont évidemment l'usure en pratique essentiellement dans la petite articulation, mais en théorie aussi dans la grosse, de l'insert mobile, et sur les premiers designs des dessins qui n'étaient pas optimaux. L'autre complication majeure est l'usure et la perte de la rétention au niveau de l'anneau par déformation mécanique du matériau et par usure. Et donc, les polyéthylènes qui pourraient être hautement réticulés, qui pourraient être intéressants dans la double mobilité, ce serait un polyéthylène qui résiste à l'usure et à l'oxydation, mais avec des propriétés mécaniques suffisantes. Donc, à mon avis, plutôt des polyéthylènes hautement réticulés de seconde génération, soit stabilisés à la vitamine E, soit pourquoi pas avec un recuit irradiation séquentielle. Toujours est-il qu'on a dépassé la première décennie, on arrive à 14, 15, 16 ans de recul pour les plus anciennes études de rapportées, avec des résultats qui sont tous absolument concordants in vitro sur l'analyse d'explants, les membranes périprothétiques et les données cliniques, avec des résultats qui sont significativement supérieurs avec un polyéthylène hautement réticulé. Réduction de l'usure, réduction de l'ostéolyse, et on arrive même à dire maintenant de façon claire, réduction du risque de révision à long terme. Par ailleurs, c'est un matériau qui est quand même bien maîtrisé et qui est plus tolérant en termes de techniques d'implantation que d'autres qui sont un peu plus strictes. Et donc, la conclusion de ce topo est que donc oui, c'est probablement le nouveau gold standard. Je vous remercie. Merci Moussa. On va donc terminer cette session en parlant d'un effet de mode, c'est les longueurs de tige. Alors, est-ce que c'est effectivement un effet de mode ou est-ce que c'est une tendance comme on vient de le voir pour les polyéthylènes hautement réticulés? En réalité, historiquement, les longueurs des tiges d'abord cimentées, puis sans ciment, ont été tout à fait déterminées de façon empirique, puisque à la fois la tige de Charnay, la tige de Müller, la banane ici de Müller, eh bien, c'était des tiges d'environ 180 mm, mais aucune étude biomécanique à l'époque n'avait justifié ce choix de longueur. Les premières tiges sans ciment, vous voyez ici une tige de l'or, de la madréporique, qui était extrêmement longue, et puis les premières tiges en ciment étaient également assez longues. Donc, en fait, on a fonctionné avec des tiges d'une longueur arbitraire, mais dont les résultats à long terme ont été excellents, que ce soit pour la tige de Charnay à 20 ans et maintenant à 30 ans, avec des taux de survie qu'on ne peut pas concurrencer. Il en est de même pour la tige de Müller, avec ses tiges autobloquantes, un bémol pour la tige banane, qui était un petit peu plus courte, mais qui était desservie par sa tête monobloc de 32 mm à l'époque. Et finalement, dans le développement de toutes les tiges cimentées, eh bien, on s'aperçoit que les longueurs sont restées assez stables. Les formes ont varié, mais on restait sur du 180, du 160 mm. Est-ce qu'on peut les raccourcir? Alors, c'est une question qui s'est posée pour les tiges cimentées, et Moussa était co-signataire de ce papier de Luc Kerboul dans Maîtrise, montrant que la tige de Charnay et Kerboul pouvait probablement être raccourcie. Dans les études qu'ils avaient réalisées, ils montraient qu'une réduction de 12%, eh bien,
ne modifiait pas, voire même améliorait les conditions biomécaniques de la tige, et que d'un point de vue rotatoire, d'ailleurs, on pouvait même aller jusqu'à 17%. Seulement, est-ce que cela est confirmé dans la littérature ? C'est à voir, parce que beaucoup de fabricants, et faisant des copies de la tige de Chanley-Kaboul, finalement, ont réduit les dimensions. Vous voyez ce modèle-là, allant uniquement de 117 à 154 mm. Sur les tiges cimentées, il faut quand même se méfier, et je n'ai trouvé qu'un seul papier, peut-être que Moussa en connaît d'autres, mais c'est une tige un peu différente, c'est la tige Exeter qui est mise en impaction, qui est appelée quand même à s'enfoncer. Bien, vous voyez que cette étude comparative entre des tiges courtes, Exeter, et des tiges standards, montre un taux de révision largement supérieur pour les tiges raccourcies, que ce soit des tiges à offset normal ou à grand offset. Les tiges non cimentées ont été des tiges, je vous le disais déjà, très très longues. Cette tige de Zweimüller, vous voyez dans les grands modèles, atteint 220 mm. C'est une tige de révision maintenant, 220 mm. Et donc, pourquoi cette longueur sur une tige quadrangulaire qui avait une excellente stabilité rotatoire? Là encore, c'est un choix arbitraire du concepteur de la prothèse. Et puis, dans l'évolution des prothèses sans ciment, vous avez vu fleurir en réalité des prothèses qui étaient revêtues uniquement dans le tiers supérieur de l'implant, dans la moitié ou les 2 tiers supérieurs de l'implant, et puis des prothèses qui étaient entièrement revêtues. Alors, les prothèses qui n'étaient pas, les prothèses initialement entièrement revêtues ont été grevées d'un taux de douleur de cuisse important. C'est pour ça que on avait réduit la réhabilitation à la zone métaphysaire. Mais à partir du moment où on réduit la réhabilitation à la zone métaphysaire, à quoi sert donc cette tige qui est en zone diaphysaire? C'est ainsi qu'un certain nombre de laboratoires ont été amenés à raccourcir leur tige. Et je reprends ce papier de Jean-Marc Puch, là encore dans Maîtrise, en 2017, montrant que finalement, on avait un excellent appui cortical en zone métaphysaire en réduisant, là encore, de 12-15% la longueur d'une tige, que c'est la tige Targos. Alors, y a-t-il vraiment une longueur idéale pour les tiges? Et je ne parlais là que des tiges sans ciment. Nous pourrons discuter avec Moussa sur les tiges cimentées qui posent, à mon sens, un autre problème. Alors, en fonction de vos goûts personnels, vous pouvez penser que la longueur idéale, c'est l'ultra court, que c'est la raccourcie ou que c'est la longueur standard. Mais ça, c'est une affaire de choix très, très personnel. Il faut argumenter sur les données de littérature. Alors, quels sont les avantages des tiges courtes? Bien, c'est bien sûr préserver le capital osseux, s'ancrer de façon moins distale, imaginer que la reprise prothétique ultérieure, si elle est nécessaire, sera beaucoup moins difficile. C'est avoir un appui peut-être plus physiologique en zone métaphysaire, sans blocage prématuré au niveau distal, et donc diminuer peut-être le stress shielding. Et puis, Sébastien en a parlé, eh bien c'est plus simple, par des voies mini-invasives, antérieures, mais également postérieures, de mettre des tiges courtes avec des râpes raccourcies, car le problème, c'est également les râpes. Il faut classer, il faut pouvoir savoir de quoi on parle. Alors, je vais utiliser ce terme qui a été repris par Jean-Marc Puch. Est-ce que la tige courte, c'est le chaînon manquant entre le resurfaçage qu'on a vu apparaître et puis la tige standard? Est-ce qu'il y a une définition sur la taille? Non. Alors, la définition internationale, elle est plutôt en fonction du type de coupe sur le col. Et finalement, il y a les colonnes, c'est-à-dire les appuis céphaliques, et puis les partielles colonnes, on le reverra, qui sont des tiges qui s'appuient sur le calcaire, des tiges de trochanter sparing, qui sont des tiges en fait raccourcies, et le trochanter hamstring, qui sont pratiquement des tiges standards. En réalité, nous avions fait une table ronde avec Stéphane Boigard à la SFAG en 2014, et j'avais proposé que là encore, on aligne finalement la classification de la SFAG sur les longueurs des jupes qui peuvent être utilisées ici dans les cas de recrutement, mais de façon plus sérieuse, en fait, on avait défini 5 types qui ont été publiés très récemment, je crois que c'est encore sous presse, dans le TSR par Roger et Rivan, et qui distinguent une fixation céphalique ou une fixation cervicale qui ne nous intéresse pas. Pour la prothèse, on va voir, c'est quelque chose de très, très particulier. Et puis les types 3 qui sont l'appui sur le Merkel, qui correspondent aux partial column de la littérature internationale, la stabilisation métaphysaire, le type 4, et puis les tiges raccourcies de type 5. Alors, le type 1 et 2, c'est anecdotique, c'est resurfaçage, qui est une mode d'arthroplastie tout à fait particulière. Et puis, les stabilisations cervicales ont quasiment disparu. C'était notamment la tige Silent de chez Depieux, qui a été grévée d'un taux de reprise tout à fait colossal. Le type 3, c'est probablement les tiges les plus répandues, c'est l'appui sur le Merkel, ou quelquefois avec un appui 3 points, on le reverra avec la tige méta. Le type 4, c'est pas forcément une tige plus longue, mais c'est un appui métaphysaire. Vous voyez que cette proxima, en fait, est une tige très courte, mais très remplissante dans le plan volumétrique, à la fois en antéro-postérieur et en médio-latéral.
Et puis le type 5, c'est finalement une tige raccourcie assez proche des tiges conventionnelles. La littérature est très très abondante sur les résultats. Les données mécaniques sont plutôt favorables. Réduction du stretch shielding, oui, sur un modèle du mécanique, on voit en réalité que, paradoxalement, si les conservations de la tête, c'est des appuis céphaliques ont la plus grande réduction de stretch shielding, c'est finalement les types 5, les trochantères sparing, qui permettent de préserver de ce stretch shielding et non pas les types 3, les partial column. Beaucoup d'articles sur l'amélioration de cette réduction de stretch shielding. La densité osseuse, c'est intéressant également. Quelques études comparatives, vous voyez, une tige très courte, une tige standard. On s'aperçoit qu'en zone 1, il y a vraiment une différence, une amélioration de la densité osseuse qui est moins diminuée de façon significative. La différence est un peu moins nette en zone 7 et donc on garde un petit peu plus de densité osseuse sur la zone 1 de Greuel. C'était étudié également de façon comparative sur ces tiges, long, standard et raccourci à l'époque de Biomet. Mais vous voyez que, là encore, ces deux tiges ont le même niveau d'ancrage métaphysaire que sur la version standard ou la version raccourcie. Et donc là, on a finalement une petite amélioration de la densité osseuse, mais on s'aperçoit qu'en zone 5 et puis finalement en zone 7, on a une perte plus importante sur la tige raccourcie. Donc les données sont quand même un petit peu controversées. Est-ce que ces tiges sont stables? Oui. La méta, qui est une type 3 avec un contact 3 points tout en s'appuyant sur le Merkel, vous voyez, ne bouge pas. Alors il y a simplement dans cette étude quelques outliers. J'insiste parce que c'est essentiellement des nécroses avasculaires. Alors, pendant très longtemps, on a dit que les nécroses étaient de mauvaises indications pour les tiges courtes. On verra qu'il n'en est rien. Une étude intéressante de Jean-Alain Épinette et de Michel Braque, c'est Jean-Alain, j'ai vu, il était avec nous ce soir, comparant la méta, la BG et l'omnifite, qui était une tige, vous voyez, essentiellement extrêmement longue, de 180 mm. Eh bien, finalement, il n'y a pas de différence entre la tige raccourcie, la méta et la BG en termes de migration. Et en termes de score de fixation, on a une nette différence en faveur de ces deux types de tiges par rapport à la tige longue qui, finalement, n'améliore pas son ancrage par une longueur. Mais là encore, vous voyez bien que la zone d'ancrage métaphysaire avec un substrat et un revêtement qui va permettre la repousse osseuse, eh bien, il est quasiment identique. Donc, la tige longue, on peut forcément la raccourcir. La tige la plus répandue de type 3, c'est l'optimis, et c'est une tige extrêmement stable. Vous voyez cette étude simplement en étude radiographique montrant une migration moyenne assez faible de l'ordre de 2 mm entre le post-op et le 6e mois et pratiquement rien après le 6e mois. Il en est de même, finalement, que ce soit une tige standard ou une tige à grand offset. Vous savez que dans les tiges standards, les corails notamment, on disait que les tiges avec un grand offset, avec plus de décèlement à long terme que les tiges standards, il n'en est rien pour les tiges les plus courtes. Cette étude sur une autre partial column de type 3, une étude beaucoup plus réduite, mais très intéressante parce qu'une étude de RSA, vous voyez qu'on a une migration extrêmement faible de moins d'1 millimètre et tout ça dans la période post-opératoire initiale, c'est un recalage. Même chose, étude courte, 34 prothèses, mais en RSA avec la FIT-MOR, là encore, une migration extrêmement faible, vous voyez, de moins d'1 millimètre dans les premiers mois. À l'inverse, les tiges très courtes, et notamment la Proxima qui a été abandonnée, eh bien, avait un taux de varisation essentiellement, notamment sur les fémurs en varus, qui ne permettaient pas de poursuivre l'utilisation de ces tiges. Elles ne sont pas forcément parce qu'elles étaient très triangulaires, mais elles pouvaient se variser. Cette étude à nouveau de la Taperlock montrant en termes de migration, eh bien, pas de différence entre la tige standard et la tige raccourcie. Qu'en est-il en termes de survie? On commence à avoir des survies très intéressantes sur les tiges courtes et notamment on reprend l'édition du registre australien et on voit que finalement la survie à long terme, eh bien, elle commence à être au moins égale, voire supérieure aux tiges standards avec moins de révision au-delà de la 10e année. Et de façon intéressante, les causes de révision sont les mêmes. On avait prédit aux tiges courtes, au début de leur introduction, un taux de fracture qui les rendrait inutilisables. Eh bien, on s'aperçoit que la première cause de reprise, c'est le décèlement, et que le taux de fracture pour les tiges courtes n'est pas plus élevé que le taux de fracture entraînant une révision sur une tige standard. Elle dépend bien sûr uniquement du statut osseux du patient chez qui nous le mettons en place. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les séries de registres australiens, c'est quand même cette tige à
appuie sur le Merkel, les types 3 de la SFHG qui tiennent un petit peu le haut du pavé, la Mini-Hip, la Naos, l'Optimis, avec d'un taux de révision plus important pour la méta, mais la méta a été grévée par la version modulaire de la méta avec des ruptures de colle. Une revue systématique de la littérature montrait exactement les mêmes résultats sur une survie déjà intéressante, et vous voyez qu'on a toujours la Mini-Hip, la Nanos et la SAFP qui sont des tiges de type 3. Cette CFP, une grosse étude là, de plus de 1000 prothèses et qui montre qu'on a finalement une survie à 9 ans de 96%, c'est quand même très très intéressant. Ce qu'il faut souligner, c'est que attention aux sujets jeunes, attention aux sujets masculins qui sont à risque de reprise. La méta, bien que ce soit une tige assez particulière, parce qu'on contact 3 points, mais là encore, je vous le disais tout à l'heure, excellente survie sur la méta monobloc, par contre, un taux de révision qui était lié aux ruptures de colle modulaire, donc qui, dans les registres, a un petit peu gâché les résultats de ces tiges courtes, mais enfin, qui ne doit pas remettre en cause l'utilisation d'une tige courte de type 3. Et les séries comparatives, il n'y en a pas énormément, mais cette série italienne de chez Adler, montrant bien les différences, avec pas de différence à 10 ans sur le taux de reprise entre la tige qui est la parva à gauche et puis la tige standard à droite et une tige raccourcie au milieu. Et les douleurs, enfin les causes de reprise sont exactement les mêmes. Il n'y a pas plus de fractures dans les tiges courtes, avec un petit peu plus de luxation, paradoxalement, dans les tiges longues. Pourquoi ? Parce qu'on peut probablement mieux orienter une tige courte sans être parasité par l'hélitorsion fémorale, qu'on a bien connue et qu'on connaît aussi dans les tiges cimentées. Quand on met une tige plus courte, on peut positionner la tige comme on le veut en face du cotyle pour respecter une intégration globale. Sur le plan fonctionnel, dans cette étude comparative, eh bien, on a également d'excellents résultats. Il n'y a pas de différence entre les tiges standards et les tiges raccourcies. Une méta-analyse chinoise, elles sont maintenant incontournables parce qu'ils nous inondent de méta-analyses. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence sur l'HSS, pas de différence sur le WOMAC, pas de différence sur l'offset fémoral, ni les inégalités de longueur. Mais Sébastien, peut-être que par voie antérieure, c'est plus facile avec une tige courte, une tige longue. Et à l'inverse, il y a beaucoup moins de douleurs des cuisses dans les tiges sans-ciment avec des tiges courtes ou raccourcies qu'avec des tiges standards. Y a-t-il des contre-indications réelles à l'utilisation d'une tige courte ou raccourcie ? L'ostéonécrose, je vous l'ai dit, avait été je ne sais pas très bien pourquoi, mais finalement parce que l'os n'est pas densifié, on a cité une certaine prudence, et bien un certain nombre de papiers sont sortis montrant qu'il y a finalement une bonne survie, qu'il n'y a pas plus de complications avec l'utilisation d'une tige courte. Et dans la discussion de ce papier, vous voyez qu'il y avait toute une série de résultats, dont la Mini-Hip de Géroche, ici, avec 0% de reprise, avec des reculs allant de 3 ans à 5 ans. Encore ce papier comparatif, c'est intéressant, avec ostéonécrose, tige type 3 et tige longue, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune différence entre les deux groupes. On peut continuer, bien sûr, à mettre des tiges longues, mais les tiges courtes s'adaptent tout à fait. Alors, les patients âgés, peut-être faut-il être prudent parce que la qualité osseuse est moins bonne. Et dans ce papier, finalement, mettant le cut-off à 70 ans, eh bien, avec un recul moyen assez faible, là, de 2,5 ans, on n'avait pas de migration dans les deux groupes, que ce soit les tiges courtes ou les tiges longues, avec un petit peu plus de varisation, mais moins de 4 degrés dans les tiges courtes. Dans cette étude, là, si on met le cut-off à 65 ans, ben là non plus, pas de différence significative avec un enfoncement moyen de un peu plus d'1 millimètre. Donc, la tige courte semble passer au-delà de 65 ans. Attention dans quand même les conclusions, enfin, les auteurs appellent une certaine prudence parce qu'ils expliquent quand même. Alors, j'ai là un diaporama il manque, voilà. Et il y a un petit peu plus de fractures quand même chez les patients âgés, comme cet exemple à droite. Et donc, les auteurs recommandent de faire quand même très, très attention dès qu'on a de l'ostéoporose. Alors, faut-il faire une densitométrie avant? Je ne sais pas. Mais en tout cas, et surtout, il contre-indique complètement la tige courte ou raccourcie dans les fémurs de type dorsé. Ça paraît tomber sous le coin du bon sens. Un aspect tout à fait particulier, vous savez que les tiges à conservation du col, donc qui s'appuient sur le Merkel, sont tout à fait favorables pour gérer les problèmes de Coxa valva. Attention, à l'inverse, sur les Coxa valva, c'est dans les Coxa valga que finalement on a un peu plus d'enfoncement. Alors ça n'entraîne pas finalement de reprise systématique, mais vos tiges vont migrer davantage. Peut-être que les tiges raccourcies ne sont pas à défendre, en tout cas pas l'équipe 3 sur les fémurs en Coxa valga.
Le sexe, ce n'est pas une contre-indication. Il y a un tout petit peu plus d'enfoncement, mais non significatif chez la femme que chez l'homme. Le surpoids non plus. Vous voyez que le BMI, alors qu'on prenne le cutoff sur un BMI à 30 ou qu'on prenne le poids à 75, plus ou moins 75 kilos, il n'y a pas de différence significative, même s'il y a un petit enfoncement plus important, mais il n'y a pas de reprise, il n'y a pas de catastrophe. C'est l'évolution d'une tige standard. Grosse étude là sur plus de 1000 prothèses avec un BMI supérieur à 35. Vous voyez que finalement, on n'a pas beaucoup de plus de complications sur l'enfoncement. En mélangeant d'ailleurs le sexe, l'âge et le BMI, bon, on n'a pas d'effet entre les tiges longues et les tiges raccourcies. Donc, je pense que la stabilité primaire des tiges courtes non cimentées est tout à fait confirmée. Les types 3, les types 4, les types 5, les types 4 en éliminant bien sûr le type la proxima. On conserve plus de stock osseux, c'est intéressant pour la révision. Les résultats fonctionnels sont équivalents. Et je pense qu'on peut dire maintenant que la survie est identique à 10 ans. Dans les tiges réellement courtes, on a une supériorité des types 3 appuyant sur le calcaire. Ensuite, je crois que les tiges raccourcies, qui font moins 12, moins 15% par rapport à une tige conventionnelle, eh bien, ont démontré leur viabilité et peuvent être utilisées sans aucune inquiétude. Une prudence quand même pour les BMI supérieurs à 35, pas de preuve dans la littérature. Une prudence pour les patients plus âgés, les fémurs valgus et les dorsés. Donc, une excellente indication pour moi d'un type 3, d'une tige très courte, c'est quand on a soit un calvicieux, soit un fémur très tulipé, un dora, mais vraiment compliqué, là, avec un fémur très très étroit dans sa portion diaphysaire. Mais sinon, dans tous les autres cas, j'utilise pour ma part maintenant des tiges finalement qui sont raccourcis, qui sont des types 5 avec d'excellents résultats et qui se mettent un peu plus facilement qu'une tige standard. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Patrice. Je crois que Moussa va nous rejoindre. On a une question qui regroupe tout ce qu'on vient de dire. Alors, on a pas mal de questions, mais il y en a une que je trouve qui est pas mal pour commencer. C'est quelle est la meilleure prothèse de hanche actuellement pour le sujet jeune? 30, 50 ans, sportif, et notre collègue nous demande quelle voie d'abord, quelle coupe de frottement et quelle longueur de tige. Ouais. Je pense moi, je dirais une tige raccourcie, pas forcément courte. Je pense qu'à l'heure actuelle, je mettrais le couple de frottement, c'est tête céramique sur du polyéthylène hautement réticulé. Les deux implants étant sans ciment, ou ça dira peut-être qu'il faut cimenter. Et je pense que la voie d'abord n'a pas beaucoup d'intérêt, enfin, ça dépend du diamètre de la tête. Le problème, c'est la stabilité. Mais en dehors de la période post-opératoire immédiate, voie d'abord antérieure, postérieure, on peut refaire du sport sans aucun problème. Après, sur un sujet très, 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 très sportif, avec une motivation fonctionnelle sur des amplitudes articulaires importantes, je me pose la question quand même de la double mobilité. Quelqu'un qui va faire du ski, quelqu'un qui veut faire de l'alpinisme, etc., quelqu'un qui veut faire de la voile à un haut niveau, je pense que je proposerais quand même une double mobilité, sans être certain qu'il faille y mettre du hautement réticulé dans la double mobilité. On faisait la transition vers oui. Moussa. Moussa, la même question, qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce que tu conseillerais plutôt? Alors, une tige de longueur standard ou raccourcie, comme l'a proposé Patrice, hein, mais pas plus courte que raccourcie. Qu'elle soit d'ailleurs cimentée ou non, hein, il y a suffisamment d'implants avec des résultats à très long terme, indépendamment de leur type de fixation, qui fonctionnent très bien. Mais au hasard, une tige corail et une tige kerboul, hein, corail-like et une tige kerboul-like, et un polyéthylène hautement réticulé. Bon, en ce qui me concerne, j'utilise de façon systématique un abord transtrochantérien, mais c'est aussi parce que je suis dans un centre hospitalo-universitaire où sans doute je peux me permettre de faire ça. L'utiliser de façon exceptionnelle dans des reprises très compliquées ou sur des hanches très difficiles, je pense que ça, à moins de très très bien déjà le maîtriser, ça paraît un peu compliqué de le réserver qu'à des cas très difficiles sans savoir le faire de façon habituelle. Et sur le polyéthylène hautement réticulé, cimenté ou avec un metal back? Alors, autant avant un hautement réticulé, ça me paraissait pas raisonnable de ne pas cimenter, c'est-à-dire d'utiliser un polyéthylène conventionnel dans un metal back, hein, parce qu'on avait vraiment deux types de lieux de production d'usure, la surface flottante et le backside wear, puisqu'il y a toujours plus ou moins
une micro-mobilité de l'insert dans la cupule. Avec les hautement réticulés, en dehors des nôtres, l'essentiel des résultats publiés dans la littérature concerne un metal back, et il n'y a vraiment pas d'usure, pas d'ostéolyse. Je crois qu'on peut quand même retenir ça. Et toi, ton choix, Sébastien? Sur un 30-50 ans, oui, moi j'utilise aussi une tige raccourcie chez les sujets jeunes, avec une collerette par contre. Elle est un peu différente de celle que j'utilise. D'ailleurs, j'aurais cette question pour toi après, Patrice, aussi, par rapport aux tiges courtes. Et je vais être sur une tête céramique et un polyéthylène hautement réticulé aussi. Je faisais beaucoup de céramique. Mais Moussa a très bien expliqué les résultats actuels du polyéthylène hautement réticulé sur le long terme sont quand même extrêmement rassurants et intéressants. Et donc, chez un patient jeune, pourquoi finalement prendre une option qui a la céramique sur le long terme, sur l'usure c'est intéressant, mais il y a d'autres complications, on va dire. Et voilà. Même si elles arrivent, on va dire, peu fréquemment, quand elles arrivent, elles sont quand même très compliquées à gérer, d'autant plus chez un patient de cet âge-là. Donc ce serait une tige raccourcie et un couple avec céramique Crossling poly. Moi, j'avais une expérience sur l'intérêt, si je peux me permettre, oui. L'intérêt d'une tête céramique sur du hautement réticulé, c'est pas tellement la réduction de l'usure, c'est en revanche la possibilité d'utiliser des grosses têtes sans risque, alors que c'est un risque non négligeable avec une grosse tête métal sur un cône. Pour peu que les matériaux soient un peu différents, on a des problèmes au niveau du cône morse, et avec des ions qui augmentent. Et donc, c'est sûrement une très bonne sécurité si on souhaite utiliser une grosse tête de mettre une tête céramique. Je suis tout à fait d'accord. Mais pas sur la réduction de l'usure, je ne crois pas. Ça semble tellement résister à l'usure que c'est indépendamment du matériau de la tête fémorale. Voilà, c'est un peu ça que je crois. C'est une question que je voulais poser à Moussa, parce que dans bon nombre d'études qui ont été faites sur le polyéthylène hautement réticulé, notamment de première génération, nos collègues américains avaient rapidement switché pour des têtes de grand diamètre. Et donc, en fait, il y a dans ces études des métals polyéthylène avec du grand diamètre. On n'est pas sur du 28, on est sur du plus gros, et pourtant, ça marche. Absolument. Je n'ai pas abordé ce sujet, mais effectivement, contrairement au polyéthylène standard, donc c'est hautement réticulé, semble résister à l'usure indépendamment du matériau de la tête fémorale, mais quasiment aussi indépendamment du diamètre de la tête fémorale, c'est-à-dire que même avec des gros diamètres, 32, 36, sur des très gros diamètres, version 44 ou plus, comme ça peut être fait aux États-Unis, là on commence à avoir des taux de pénétration un peu plus importants, mais jusqu'à 32, 36, je pense que c'est sans conséquence. L'épaisseur de polyéthylène minimum, Moussa? Au moins 4, peut-être 6, raisonnablement 6, voilà, surtout à la périphérie, là où il y a les contraintes maximales. Patrice, sur l'intérêt de la collerette pour les tiges courtes, parce qu'on avait... Alors, oui, mais le problème de la collerette, c'est qu'elle soit, que la tige soit longue ou la tige soit courte, c'est exactement pareil, parce que, en fait, l'intérêt d'une collerette, c'est de se sécuriser et de dire la tige elle pourra pas s'enfoncer, ou je vais avoir une sécurité. Alors ça dépend un peu de la façon dont on met de la tige sans ciment. Est-ce qu'on est finalement on compacte le spongieux mais on garde un petit peu de marge, ou est-ce qu'on va chercher un appui cortical? C'est déjà un problème de technique chirurgicale. Moi, j'ai toujours mis des tiges en collerette parce que ça permet également quand même de varier un petit peu le niveau d'enfoncement. On n'est pas toujours... Alors, on peut recouper le col. Moi, la collerette, elle bloque quelquefois le choix de l'antéversion. C'est un petit peu compliqué. En particulier, si on prend les tiges qui sont vraiment courtes, les type 3, aucune n'est avec une coriette. C'est impossible, parce que en coupant le col à mi-hauteur, on ne peut pas s'autoriser la mise en place d'une collerette. Et Jean-Alain Épinette pose une question sur l'intérêt de conserver l'axe du col natif. Oui, je crois que ces tiges courtes, ça permet justement d'être mieux dans l'orientation qu'on veut conserver. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas les utiliser lorsqu'on veut corriger l'antéversion ou une hyperantéversion d'une hanche dysplasique. Mais
Franchement, la collerette, c'est vraiment un problème d'école, de philosophie et de confiance dans la tenue de la tige. Une tige en ciment, elle va s'enfoncer un peu. Alors, certaines tiges cimentées comme l'Exeter s'enfoncent également, mais c'est pas parce qu'une tige va migrer de 1 ou 2 millimètres que, un, le malade va se percevoir et que, deux, ça va compromettre le résultat fonctionnel ou l'avenir de la tige. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Effectivement, quelqu'un réagit tout de suite, est-ce que c'est un faux ami? Oui, il faut mieux un bon remplissage, il faut une stabilité très nette de la râpe qu'on met avant de mettre la tige. Toi, Sébastien, tu penses que la collerette a un effet mécanique en termes de stabilité de l'implant? Alors, je pense que la collerette a un intérêt en stabilité rotatoire, du fait de la plane oblique. Et nous, on avait constaté qu'en particulier sur les fractures du col, qui sont peut-être pas la meilleure indication pour mettre en ciment, et il y avait une grosse différence entre une tige avec et sans collerette. Le sans collerette posait des problèmes quand même de fractures périprothétiques assez récurrents. La collerette donnait cette sécurité. Et si on regarde l'évolution des pratiques sur la tige que tu as citée, la tige corail, par exemple, qui était au départ majoritairement sans collerette, aujourd'hui, ils sont majoritairement avec collerette. Uniquement même, je crois. Pardon? Uniquement à collerette même, c'est ça maintenant? Il y a toujours les deux options, mais la collerette est devenue majoritaire. Et on avait fait un travail, on va dire, biomécanique là-dessus il y a quelques temps sur l'intérêt de la collerette. Et l'intérêt était en particulier en stabilité rotatoire. Sur l'enfoncement, je suis d'accord avec vous complètement sur le fait que ça peut être, si c'est pour compenser une préparation imparfaite, c'est pas du tout... ça me paraît un mauvais ami, même plus qu'un faux ami. Mais par contre, en stabilité rotatoire, ça apportait, notamment quand la qualité osseuse était peut-être un peu, on va dire, suboptimale. Donc voilà, moi je reste un peu attaché à la collerette avec ce type de tige, qu'on va dire corail-like, mais j'utilise d'autres tiges sans collerette qui, je pense, fonctionnent également très bien. Il y a d'autres options. Mais pour voilà, je trouve. Et du coup, d'où ma question pour une tige un peu raccourcie, parce que on peut se dire que ça pouvait apporter un peu de stabilité rotatoire. Mais bon, encore une fois, je suis d'accord qu'il ne faut pas que ce soit pour compenser une technique imparfaite. Ça, c'est clair. Les tiges, dans les tiges vraiment courtes, les types 3, qui sont en appui sur le Merkel, où on conserve une bonne partie du col, la stabilisation rotatoire, elle est offerte par cette conservation du col. La tige, elle ne va pas bouger du tout, donc on n'a pas besoin de collerette. Et sur les autres, ces tiges qui sont raccourcies, en fait, on a une forme de tige qui est quand même un petit peu plus remplaçante au niveau métaphysaire, on le voit bien également sur la taperloque. On a une stabilité rotatoire qui est tout à fait excellente, hein, ça ne bouge pas du tout. Moi, je suis pas sûr, mais dans la tige, pardon. Non, je t'en prie. La tige corail, je reviens, c'est que, rappelle-toi, les revues à très long terme et le papier de Michel Fessy sur la corail qui posait le plus de problèmes, c'était la varisée, et la varisée avait une collerette. Non, alors celle qui posait plus de problèmes, c'était la KHO qui n'avait pas de collerette. Ouais, mais la varisée aussi un peu. Dès qu'ils avaient un offset plus augmenté, c'est vrai qu'elles avaient des complications plus importantes. On a une question sur l'intérêt d'une planification en 3 dimensions pour les tiges courtes, pour avoir, on va dire, une bonne hauteur de coupe. Donc, j'imagine que c'est sur un scanner préopératoire. Enfin, on ne peut que souscrire à l'idée de parfaitement communiquer son intervention, que ce soit une tige standard, une tige courte. Effectivement, la hauteur de coupe doit être peut-être un peu plus vigilante encore sur une tige courte. Est-ce que le 3D apporte plus? On sera plus précis, c'est sûr. Mais je pense que le 3D n'a d'intérêt, finalement, tige courte ou pas courte, c'est le rétablissement de l'offset, c'est le réglage de l'antéversion. Mais ça change pas grand-chose. C'est plutôt le type de tige et le type d'offset qu'elle va permettre. Mais effectivement, si on veut faire le choix d'un rétablissement d'offset un peu compliqué sur une tige, par exemple sur un fémur en varus, on peut, dans des cas particuliers, aller vers une tige de type 3, raccourci, conservant du col, alors que sur une coupe standard, avec un offset standard, on pourra mettre une tige, quel que soit son modèle, en coupant à 10 mm de petit trochanter. Le 3D peut être intéressant dans le choix de la tige, mais il faut avoir plusieurs cordes à son arc, probablement. Est-ce que vous ne croyez pas quand même l'un et l'autre que l'intérêt majeur, et si on écoute la présentation de Sébastien, ça semblait être le cas, de ces tiges courtes ou raccourcies, et quand même de s'adapter à la voie d'abord.
Oui, ça s'aborde. Ah oui, ça simplifie quand même des voies d'abord plus économiques, surtout antérieures, mais également postérieures, hein. On est quand même mieux avec des tiges bien plus courtes. Les taux de survie quand même rapportés sur les tiges avec des très longs reculs sont tellement bons. Ah oui, bien sûr. On est en compétition avec quelque chose qui est plus vraiment un problème. La survie d'une tige aujourd'hui, c'est plus la question. Non, mais le risque, c'est d'avoir de moins bons résultats, hein. Mieux, ça paraît difficile quand même. Mais on peut poser la question à Moussa, tu vas peut-être répondre, parce que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Alors je m'étais dit que je te poserais la question ce soir, comme ça on aille. Est-ce que tu sais comment la tige de Charney, et peut-être ensuite plus précisément celle de Charney-Kerboul qui est développée à Cochin, comment la longueur a-t-elle été déterminée? Non, je ne serais pas capable de répondre à cette question. Parce que il faut dire que finalement, l'époque de nos maîtres, hein, il n'y avait pas beaucoup d'études mécaniques. On faisait des dessins, on faisait des choses, on faisait un peu d'études anatomiques sur des calques de radio, et puis voilà, on déterminait une longueur. Mais en fait, on a vécu pendant une génération complète sur un choix arbitraire de longueur qui a marché, qui était le bon, mais dont on ne sait pas s'il n'était pas finalement un peu grand. Quand on voit la Zweimüller avec 220 mm pour les grandes tailles, c'est vraiment fou. C'est vrai que c'est une tige de reprise de sang. Hein. Une tige de reprise de sang. J'ai une question pour toi, Moussa, parce que j'ai mes plombs ont sauté pendant la fin de ta présentation, donc j'ai raté la partie sur la mobilité que j'attendais évidemment avec grande attention. La question a été posée aussi. Oui. Voilà, et on l'a aussi dans la liste, mais je voudrais savoir, toi, ta position par rapport à la mobilité et au crosslink. Et est-ce qu'aujourd'hui, il faut qu'on continue à utiliser des mobilités qui n'ont pas cette option de crosslink? Quelle est ta position? Je pense qu'avoir un polyéthylène qui résiste à l'usure, a fortiori dans la double mobilité, c'est très intéressant. C'est très intéressant en termes de décèlement et puis c'est très intéressant en termes de risque de luxation intraprothétique. Mais en ce qui concerne la luxation intraprothétique, hein, qui peut survenir par usure du listel de rétention, elle peut aussi survenir par déformation mécanique de ce listel de rétention. Donc, il faut effectivement un PE qui résiste de façon satisfaisante à l'usure, mais qui garde des propriétés mécaniques satisfaisantes. Les premières générations, en dehors de ceux qui sont peu irradiés et recuits, c'est-à-dire pas beaucoup sur le marché, me semble pas être une bonne option, parce que les très fortes irradiations avec une refonte post-irradiation, ça diminue de façon évidente les propriétés mécaniques du matériau. Donc, c'est là que je verrais vraiment la place de ces deuxième génération de hautement réticulés, qu'ils soient soit stabilisés avec un antioxydant, comme la vitamine E ou un autre, ou des irradiations recuits séquentielles. Ces méthodes semblent pouvoir allier la résistance à l'usure à la préservation des propriétés mécaniques du matériau, et ça me semble important. Est-ce que tu penses dans ce cas-là, il y a certains industriels qui proposent des têtes pré-impactées pour pouvoir contrôler l'impaction de la tête plutôt que de la faire sur la table comme on fait quand même la plupart du temps? Est-ce que tu penses que ça aura un intérêt dans ce cas particulier? Dans ce cas particulier, peut-être, mais en tout cas, toujours est-il que si c'est une impaction qui est contrôlée, on peut imaginer que la déformation du listel sera moins importante si elle est faite de façon absolument reproductible. Mais à moyen et à long terme, je pense que c'est quand même l'usure et la perte des propriétés mécaniques, notamment par le biais de l'oxydation. Malheureusement, pour répondre à une des questions qui a été posée par Jean-Alain Épinette, non, il n'y a pas de moyen fiable, en dehors des explants, de mesurer l'usure sur un double mobilité, parce que le centre de la tête fémorale, en raison des superpositions, n'est pas toujours facile à déterminer. Et donc, il n'y a pas de technique fiable actuellement pour mesurer de façon précise et reproductible l'usure dans une cupule double mobilité. Sur la double mobilité, en réalité, impacter ou sur table ou avoir des têtes impactées dans l'insert en polyéthylène ne change pas le fait que la troisième articulation, le contact entre le cône de la prothèse et le rétrin va travailler en fatigue. Et donc, on rejoint les remarques de prudence qu'a énoncé Moussa. Je crois que c'est important. Oui, il n'y a pas que l'impaction de la tête, mais c'est vrai que c'est un moment où on peut
qu'on contrôle peut-être un peu moins, surtout si c'est fait. Ouais, exactement. On avait une question qui, alors, qui pour le coup était complètement au début sur la position. C'est ça. Est-ce que l'antéversion du cotil est augmentée par voie antérieure? Ça, c'est une question. La position du cotil, pour moi, elle n'est pas spécifique. En tout cas, on avait constaté que on avait une augmentation de l'antéversion, mais qui était involontaire. Elle est due, on va dire, à la technique en elle-même qui peut être imparfaite. Donc, on avait publié ça effectivement, mais c'était une étude comparative, c'était une constatation, c'était pas un souhait. Et je pense pas qu'on change les positions optimales des implants sur la voie qu'on utilise. Je pense que ça il y a plein d'autres paramètres qui font que le positionnement des implants combinés doit être choisi, mais pour moi la voie d'abord ne s'implique pas sur le positionnement du cotil. Est-ce que par voie postérieure, on n'a pas tendance ou on n'a pas envie d'augmenter un peu l'antéversion de la pièce cotyloïdienne? C'est possible. Alors, on peut effectivement être tenté de faire ça, mais on va quand même avoir des contraintes biomécaniques de la hanche qui persistent. À savoir, il faut on va éviter les conflits. On va quand même avoir un environnement osseux qu'il faut respecter et qui reste identique quelle que soit la voie d'abord. Mais c'est vrai qu'on peut tenter d'antéverser un petit peu plus. Après, si on antéverse moins en voie antérieure, on va se retrouver avec ce qu'on voit quand même. Nous, je pense que vous voyez les mêmes cas que nous, avec des cotyles qui ont des conflits avec le psoas en avant parce qu'ils sont pas assez antéversés. Donc, il faut se méfier de tout ça. On a Christian Delaunay qui nous fait mise en garde. Question. Ah, une mise en garde. En disant qu'aucune tige courte ou raccourcie n'est finalement intégrée dans la dernière version de l'ODEP. Et donc, il dit finalement, ce choix est hypothétique. Il y a quand même un certain nombre de publications qui montrent maintenant des résultats à long terme, des registres en dehors de l'ODEP, qui montrent que la survie est quand même très intéressante de ces tiges raccourcies, voire même des tiges courtes, en tout cas des types 3. Ton exposé, il était basé sur c'était pas un avis d'expert. Non, j'ai pas. Tu as exposé des faits scientifiques et on constate quand même tous un intérêt, quand même un regain d'intérêt, un voie d'intérêt grandissant pour les tiges au moins raccourcies. Oui. Et c'est clairement d'actualité. Mais après, c'est ce qu'a dit Moussa aussi. Les résultats à long terme des tiges sont tellement excellents. On est tous bien conscients on peut juste espérer faire aussi bien. La non-infériorité, bien sûr. Pour rebondir sur ce que tu avais dit sur la Silent tout au début, moi, j'avais une expérience de cette tige-là il y a 10 ans. Elle était techniquement très difficile. Tu avais complètement raison. Les échecs étaient immédiats. Nous, on a une série qu'on suit depuis 10 ans. On n'a aucune reprise. Mais la tige a été arrêtée depuis bien longtemps et elle expose à des erreurs techniques qui sont pas acceptables. Donc, c'est vrai que il y a quand même aussi ce qu'il faut avoir combiné, c'est une tige peut-être plus courte, mais qui soit techniquement simple à utiliser. Parce qu'il y a des tiges qui deviennent tellement acrobatiques que ça peut pas être. C'est difficilement acceptable d'avoir des taux de complications, même à court terme. Qu'est-ce qu'on a? On a encore des questions qui arrivent. Polyéthylène réticulé nouvelle génération peut menacer le couple alumine. Oui, moi je pense clairement, on l'avait dit quand on a fait le dernier webinaire, on avait parlé de l'alumine. L'alumine a quand même, du côté de la cupule, des effets. Bon, il y a des complications, c'est pas forcément facile à mettre. On peut la mettre un peu de travers, c'est un risque de rupture. Et puis, on peut pas passer sous silence. Le mot est bien choisi. Les bruits et le squeaking quand même sur la céramique, on en a un certain nombre. Alors, le malade vive avec. On a rarement des squeakings qui sont très très invalidants. Moi, j'ai jamais repris un malade pour squeaking, mais on a cela. Alors, pourquoi exposer le malade à ce risque alors que maintenant, en termes d'usure, céramique contre polyéthylène hautement réticulé, on est sur le même résultat probablement à 20 ans maintenant. Moussa, pour toi, il y a encore une indication céramique? C'est un peu difficile de dire non, mais c'est vrai que la sécurité, c'est plutôt de mettre du polyéthylène hautement réticulé sur le cotyle plutôt que de prendre le risque de fracture d'insert, de squeaking. Et c'est surtout sur les inserts qu'il y a les fractures. C'est sûr, j'ai bien sur les inserts. Le tête, c'est réglé. Ça me paraît, enfin, le choix le plus raisonnable est d'utiliser du PE hautement réticulé sur le cotyle.
d'après moi. Mais ce n'est qu'un avis d'expert. Hein. Non, mais je partage. Même si je mets encore de la céramique, mais c'est plus de l'habitude. Et pour le sport, tu parlais de la reprise du sport, Sébastien, quelle que soit la voie d'abord. Moi, j'ai également des patients, hein, j'ai des patients marathoniens. J'ai 3 ou 4 patients avec de la céramique qui font des Ironman. Je me dis toujours que quand même, on a 0 amortissement dans ce couple et que c'est quand même, bon, ils le font, j'ai pas interdit, mais quand même beaucoup. Et peut-être qu'en céramique polyéthylène, c'est un petit peu plus amorti, quoi. On serait plus rassuré, oui, je suis d'accord. Ouais. Écoutez, on a eu vraiment, je pense qu'on a passé un moment très, très, très enrichissant et il y a eu beaucoup de messages, beaucoup d'informations, je pense, très importantes. On a eu 150 chirurgiens qui sont restés avec nous pendant jusqu'à une heure. 162, j'ai compté. Donc, en tout cas, on a eu, je pense, le temps de discuter beaucoup des questions. On est désolé si on en a quelques-unes qu'on a peut-être oubliées. On a zappé, mais voilà. En tout cas, on a voulu partager toutes ces informations. On va remercier de nouveau le laboratoire Exnov pour nous avoir soutenus à travers ce webinaire. Moi, je vais remercier Moussa et Patrice pour tout le temps passé, la préparation et puis toute leur expertise. Et puis, on va remercier tous ceux qui nous ont écoutés pendant cette soirée. Et puis, vous souhaiter bon appétit, bonne soirée. Et puis, à bientôt sur les webinaires ou en présentiel, on l'espère. À très bientôt. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Merci, au revoir.